Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série même de vidéos que je suis content de faire. On va parler de mon top 15 poids lourd de tous les temps. Je suis content de faire ça maintenant parce que en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, bon, c'est qu'à la fois je m'intéresse un peu moins à la boxe actuelle, alors je continue de suivre les combats, etc., de suivre les résultats, mais je m'y intéresse suffisamment moins pour avoir un peu moins envie d'en parler. Je regarde un peu plus de vieilles box en ce moment, et donc j'ai un petit peu plus envie de reparler comme ça un peu d'anciens boxeurs que j'aime bien, qui ont été un peu oubliés. Je voulais faire ça avec Eusebio Pedrosa à la base, mais finalement ce sera peut-être pour plus tard. En même temps, la petite catégorie, j'aime beaucoup ça, mais je trouve ça cool de parler un peu d'autres choses. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, mais j'aime aussi un peu de boxe, par exemple la boxe lourde américaine, que c'est bon. La petite boxe ancienne, là, les années 40, j'adore les années 40, je suis content de pouvoir un peu en parler aujourd'hui. Et en plus, suite à la victoire de Usyk contre Fury lors de la revanche, on a entendu un peu plein de choses sur la place de Usyk dans les lourds. Il y a des gens qui ont dit qu'il était meilleur qu'Ali, il y a des gens qui ont dit que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses. Et c'est super, tous les avis se défendent, mais ce qui m'a beaucoup semblé, ce que j'ai beaucoup eu l'impression, c'est d'avoir des gens qui avaient des avis qui n'étaient pas entièrement éclairés. Dans le sens où, par exemple, quand j'entends qu'Usyk est top 5 poids lourd de l'histoire, ça se défend, mais je suis pas sûr que la part des gens qui disent ça ait vraiment fait l'inventaire de tous les excellents poids lourds qu'il y a eu dans l'histoire, pour finalement n'en trouver que 4 au maximum qui peuvent se placer devant Usyk. Et je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'objectif en même temps de cette petite série de vidéos, ça va simplement être de présenter des combattants, de présenter des grands poids lourds de l'histoire. Évidemment, après, c'est vous qui faites votre marché. Moi, j'ai Usyk dans mon top 15. Je l'ai pas 15e, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on va parler de Walcott. Donc, je l'ai pas 15e. Mais peut-être qu'il y a des gens qui l'auront plus bas, peut-être qu'il y a des gens qui l'auront beaucoup plus haut. Voilà, chacun fait son affaire. Juste là, on est là pour présenter un peu des gens. Voilà. Globalement, qu'est-ce qui va compter dans ma qualité dans mon classement? Pour moi, il y a une seule chose, c'est la qualité de l'opposition. Dans le sens où tout ce qui est ceintures, c'est de la politique. Ce qui fait donc que, évidemment, dans une ère où il y a 4 ceintures, où il y a 17 catégories de poids, c'est beaucoup plus simple d'avoir beaucoup de titres. Et c'est surtout beaucoup plus simple surtout quand on défend une seule ceinture, de la défendre beaucoup de fois, parce qu'on n'est pas obligé de taper les très très gros de la KT. Donc c'est plus simple de multiplier les défenses de titres. Et c'est aussi plus simple, quelque part, d'affronter énormément de champions du monde. Là voilà, quand on entend que Mayweather il a affronté 22 champions, bah oui, mais quand il y a 58 champions en boxe, c'est facile d'en affronter beaucoup. Évidemment, ce genre de critères, bon, c'est les choses à remettre dans son époque. C'est-à-dire que quelqu'un qui affronte 22 champions en 1930, c'est énorme, et c'est beaucoup plus gros que quelqu'un qui en affronte 22 en 2010, en 2020. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et que je vais essayer de prendre en compte là-dedans. Mais au fond, le plus intéressant pour moi, c'est vraiment la qualité de l'opposition. Comme je le répète, il n'y a pas forcément d'exemple ici, mais un champion qui défend son titre énormément de fois contre des top 15, c'est cool, mais il serait pour moi moins bien coté qu'un type qui va défendre son titre une fois contre un top 1, ou le deuxième meilleur de la KT. Et de la même manière, il se trouve qu'il n'y en aura pas, mais j'aurais très bien pu mettre un type qui n'a jamais été champion du monde du tout, s'il avait affronté l'opposition qu'il fallait. Et il y a des excellents poids lourds qui n'ont jamais affronté de champion, qui n'ont jamais pu être champion. Je pense à Harry Wills par exemple, qui ne sera pas dans mon top 15, mais qui serait, il faudrait que je compte exactement, mais qui pourrait être dans le top 20 ou dans le top 25, alors que le mec a jamais été champion. Donc voilà, donc je vais essayer de prendre en compte un petit peu tout ça. Pareil, les hauts, les bas, c'est des choses à prendre en compte, mais on essaie d'être un petit peu cohérent sur la carrière. Donc là aujourd'hui on va parler de Walcott. Walcott c'est un palmarès de 49 victoires pour 20 défaites, une nulle. Quand on regarde ce palmarès, par rapport à des standards actuels, ça fait pas rêver. On est sur un type qui a, sur 70 combats, 20 défaites. Bon, dont 6 KO. Bon, évidemment, quand on va remettre ça en place, on va voir qu'en fait, il y a une grande partie de Walcott, de la carrière de Walcott, où il est simplement journeyman. C'est bien sûr une partie qu'on va traiter avec un petit peu de recul, et qui rentrera en compte différemment que le pic de sa carrière. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu tout ça. Évidemment, à la fin, c'est très subjectif, de toute manière, le classement est subjectif. Également, comme on parle du coup de greatness, on parle de grandeur, on n'est pas là pour dire que le numéro 15 gagnerait forcément contre le numéro 16, ou que le numéro 13 gagnerait forcément contre le 14. Tant et si bien qu'en fait, il y a de fortes chances qu'un Usyk soit très très bon en V1 contre la majorité des gens du classement, parce que pendant une grande période, il n'y avait pas de gaucher en boxe. Donc c'est vrai qu'un Usyk, ce serait une boxe tellement bizarre par rapport à tout ce qui était rencontré à l'époque, que là, comme ça, d'un coup, ils auraient sûrement beaucoup de mal à s'adapter. Maintenant, les gens étaient aussi très intelligents à l'époque, il faut pas croire ce qu'on vous dit, et croyez-moi que avec un petit peu d'observation, ou simplement avec une revanche, les gens seraient sûrement déjà capables de faire beaucoup mieux. Bon, de toute manière, on n'est pas là pour savoir qui gagnerait les 1v1, et c'est pour ça que ça me semble débile de mettre Usyk top 3, parce que soi-disant, il y aurait que 2 poids lourds qui pourraient pas battre. Bon, on est déjà nul en prono, lorsqu'il s'agit de faire des pronos sur des combats actuels.
on va quand même pas s'amuser à faire des pronos sur qui gagnerait entre Usyk et Norton et mettre ça dans des classements. Voilà, hein, restons cohérents et voilà, restons fidèles. Ok, donc maintenant que j'ai fini cette introduction, donc aujourd'hui on va parler de Jersey Joe Walcott. Ah oui, pardon, et dernière chose, comment on va s'organiser un peu chaque vidéo. À chaque fois je vais vous faire une présentation du combattant, histoire qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde, présentation de sa carrière, les différents moments qu'il y a, qui est-ce qu'il affronte rapidement, et ensuite une petite discussion, où est-ce que je le place. Parfois ce sera plus pour un petit peu vendre mon poulain, parce que c'est des gens que je place un peu plus haut que la moyenne. Parfois ce sera plutôt pour expliquer pourquoi je mets ce boxeur aussi bas. Voilà, il y aura un peu de tout, Aujourd'hui, je pense que je vais plutôt défendre mon poulain Walcott, car à mon avis, les gens mettent en général pas aussi haut. Donc Jersey Joe Walcott, c'est un combattant qui a été champion poids lourd hein, très brièvement à la fin des années 40, au début des années 50. Enfin, même je dis ça, c'était au début des années 50. Donc en battant Heather Charles, on va y revenir. Il fera qu'une seule petite défense de titre, on va y revenir aussi. Donc c'est pas un combattant qui a un palmarès génial lorsqu'on regarde le nombre de défenses de titre qu'il a pu faire. C'est pas non plus un combattant qui a un palmarès génial lorsqu'on regarde son palmarès comme ça de prime abord. Comme j'ai dit, 49 victoires pour 20 défaites et une égalité, c'est pas un palmarès qui est sexy. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, de plonger un peu dans les hauts et les bas de la carrière de Walcott et de comprendre comment est-ce qu'elle a été faite. Walcott, c'est un type qui a commencé sa carrière poids lourd en tant que journeyman et qui avait la volonté d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans le sport, mais qui en fait s'est heurté à des limites dont on parle finalement assez peu lorsqu'on évalue la qualité d'un boxeur, à savoir en fait des problèmes de manager. C'est un type qui a eu beaucoup de soucis pour choper un bon manager. C'est également un type qui était noir. Et au début des années 30, être noir, c'est encore très dur pour un poids lourd. On a eu seulement quelques années après que Harry Wills était très très largement invité par Jack Dempsey. Enfin, par le manager de Jack Dempsey. Jack Dempsey, pardon, qui était blanc et Harry Wills qui était noir. On voulait pas faire affronter un blanc d'un noir. Hein. Il y avait encore des titres colorés des poids lourds pas si longtemps avant. Et on est avant que Joe Louis devienne champion. Donc on est avant qu'il y ait vraiment une facilité d'accès pour que les noirs deviennent champions. Alors je dis pas que c'est devenu facile dès que Joe Louis est devenu champion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1930, on verra quand on parle de Joe Louis, c'est encore plus en poids lourd, impossible pour un noir d'être champion du monde. Donc évidemment, même en termes de management, ça va être compliqué. Et si vous voulez, c'est un boxeur qui est suffisamment bon pour avoir des petites victoires à droite à gauche. Et on va le voir en fait choper des combattants de qualité, mais pas suffisamment bon pour vraiment aller loin dans les sports et devenir un contender. D'autant plus qu'il va avoir une carrière vraiment en dents de scie, il va passer pro en 1930, il va faire quelques combats en 31, puis il va pas affronter personne en 32, il va revenir en 33, de nouveau quitter le sport en 34, revenir en 35. Donc on voit qu'on a un combattant qui manque grandement ici de deux rigueur. Il a quand même affronté quelques bons noms à l'époque, mais vraiment en tant que journeyman. Donc notamment il va affronter Al Ettore, qui est notamment un type qui avait affronté Joe Louis, se faire KO en 8 rounds. Il va pouvoir affronter également Tiger Jack Fox, contre lequel il va également perdre par KO en 8 rounds. Il va affronter Elmer Ray, on y reviendra plus tard, à une époque où Elmer Ray, qui est un excellent contender des années 40, mais dans les années 30, il avait aussi énormément de problèmes de management, et donc ça fait qu'à ce moment-là, eh bien, il va gagner contre Ray par KO en 3 rounds. Mais bon, on est sur un combat qui était en 6 rounds, donc un tout petit truc. Mais c'est marrant, parce qu'Elmer Ray va revenir un petit peu plus tard dans cette histoire. Ray, d'ailleurs, qui n'a pas été champion non plus, et qui aurait très bien pu faire partie de ce top. Mais bon, j'ai trouvé 15 noms que je passe plus haut. Globalement, ce qui est aussi marrant, c'est qu'il va affronter Curtis Sheffard, donc qui va gagner en 8 rounds, à tout début de la carrière de Curtis Sheffard, qui va devenir un grand combattant poids lourd un petit peu plus tard. Et il va également affronter Abe Simon, donc qui va perdre en 6 rounds, qui était un double challenger de Joe Louis, et un type qui a fait le dernier 20 rounds de l'histoire contre Louis. Bon, il a perdu. C'était un très très bon contender poids lourd, on l'appelait le Hulk juif, il était vraiment énorme. C'était un très très bon boxeur. Donc globalement, ce qui sent beaucoup de ses débuts de carrière, c'est une carrière vraiment en dents de scie avec beaucoup de défaites, quelques victoires, contre des oppositions qui sont pas folles, et en même temps c'est un journeyman. En 40, il va arrêter sa carrière, puisqu'il va partir à la guerre. Ce qu'il faut savoir en même temps, c'est que c'était compliqué pour Walcott de s'investir pleinement dans la boxe, parce que c'est un type qui avait une famille de 6 enfants à nourrir, c'est un type qui était pauvre, et bon, il gagnait malheureusement pas assez d'argent avec la boxe pour subvenir aux besoins de sa famille, donc il devait bosser à côté, c'était très compliqué pour lui de se consacrer pleinement à sa carrière. Le truc, c'est qu'il y a un truc qui va un peu tout changer lorsqu'il revient de la guerre. Il hésite vraiment longuement à arrêter la boxe, et il va faire la rencontre d'un manager, je vais sûrement écorcher son nom, il s'appelle Félix Bocchicchio. Je l'ai prononcé du mieux que je pouvais. Et ce gars-là va bien s'entendre avec Walcott, va être assez à la fois charmé par le style de boxe qu'il peut avoir, et va être en même temps, je pense, charmé par l'histoire et le courage du bonhomme, et donc va décider du coup de gérer, d'être le manager de la carrière de Walcott. Et en fait, sous Félix Bocchicchio, la carrière de Walcott va s'envoler. Il va se mettre à avoir des bons matchmaking, et on peut le dire, il va devenir un contender poids lourd sérieux. J'ai parlé juste avant du style de Walcott. Walcott, c'est un style qui est vraiment très particulier. Il a un jeu de jambes qui est exceptionnel, vraiment l'un des meilleurs jeux de jambes de l'histoire.
il boxe souvent les mains un peu basses et on le voit souvent être un peu une sorte de contreur. Mais en même temps, on pourrait se laisser croire de manière un peu mensongère que c'est un boxeur qui manque de punch, justement à cause de cette attitude un peu nonchalante et vraiment très sur les jambes et très sur l'esquive. C'est un type qui punch vraiment et on va le voir, il va mettre beaucoup de gens, d'excellents boxeurs au tapis et parfois il va les KO. Et c'est vraiment une boxe qui est vraiment très 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 belle à voir et je vous invite vraiment à regarder quelques combats ou à défaut quelques highlights de Walcott. Vraiment vous serez pas déçus, il y aura des choses à apprendre de ce gars-là, notamment dans les jeux de feinte, notamment dans les jeux d'angle. Vous avez beaucoup de choses à tirer de cette boxe. Et vous pourrez vous rendre compte, c'est jamais c'est des idées qui peuvent être répandues, comme quoi à l'époque on savait pas boxer, on a appris à boxer. Vous savez, ouais, les basketteurs de maintenant détruiraient les basketteurs des années 60 parce qu'à l'époque on savait pas faire de basket. C'est pareil en boxe. Vraiment, regardez Walcott et regardez beaucoup d'autres gens qui vont apparaître un peu plus tard dans cette liste. Putain, on est dans les années 40. Je vous assure que les mecs, ils savaient déjà très bien boxer. Et je suis pas sûr que le sport ait vraiment beaucoup évolué depuis les années 40. Mais bref, ce sera un débat pour une autre fois. En tout cas, en 44, donc sa carrière commence à se placer un petit peu sur des meilleurs rails. Il va continuer de traîner dans des 8 et des 6 rounds. Il va avoir une toute petite défaite qui va venger contre Johnny Allen. Une défaite serrée qui va venger de manière assez large. Ça va être un peu quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez Walcott, cette attitude très nonchalante qui va faire en sorte que il va souvent perdre des combats au point qu'il est en fait en train de gagner. On va y revenir un petit peu plus tard, notamment contre Joe Louis. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dès 1945 dans sa carrière. Il va vraiment devenir un contender sérieux. Notamment, il va battre Joe Baxi au point en 10 rounds en 45. Il va également, donc était un bon top 10 poids lourd. Il va également enchaîner Lee Q Murray par disqualification. Apparemment, Murray avait un peu arrêté de se battre, suffisamment dominé par Walcott. Encore une fois, un top 10 poids lourd de l'époque. Il va également battre Curtis Sheffard par KO au 10e round. C'est un type qu'il a battu au tout début de la carrière de Sheffard, qui est également un top 10 poids lourd. Et surtout, pour moi, en 46, vient l'énorme coup d'éclat de Walcott. Il va battre par décision partagée Jimmy Bivins. Jimmy Bivins, j'en ai parlé sur cette chaîne, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, que d'ailleurs je referai probablement un peu différemment si je devais la faire aujourd'hui. Bivins, c'était le poids lourd sur cette période-là. Entre 43 et 46, il a enchaîné une période d'investibilité de 28 combats en affrontant vraiment les plus gros noms et des lourds et des mi-lourds. Il était contenders numéro 1 et chez les lourds et chez les mi-lourds. Il était champion intérim et chez les lourds et chez les mi-lourds. Et c'était vraiment le mec de la boxe à ce moment-là. Pas le plus connu, pas le plus apprécié, mais je vous assure que c'était le meilleur boxeur de l'époque. Et Walcott est celui qui va faire tomber cette légendaire série de victoires de Jimmy Bivins en le battant par décision partagée. Apparemment, la décision était très serrée. Bon, dans tous les cas, il va vraiment faire quelque chose d'exceptionnel à ce moment-là. Il va continuer sa série de victoires, notamment en battant Lioma et Tommy Gomez. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Bivins était vraiment le type qui était potentiellement celui qui était destiné à battre Joe Louis à ce moment-là. Et on y reviendra quand on parlera avec la carrière de Joe Louis, de toute façon on va bientôt y arriver. Mais Joe Louis, qui sera clairement dans le top 15 poids lourd, si jamais je peux déjà vous le dire un petit peu, est un type de très très haut standard. Donc il va battre Lioma et Tommy Gomez, deux autres très bons top 10 de l'époque. Et enfin il va perdre contre Joey Maxime, par décision partagée. Ce combat contre Maxime est intéressant parce qu'en fait Walcott est meilleur que Maxime. Walcott est meilleur, Walcott le domine, et finalement, Walcott, on va retrouver quelque chose qu'on a déjà pu un peu voir contre Allen et qu'on continue de voir ici contre Maxime, on va continuer de voir plus tard. C'est le fait que Walcott ait tendance à devenir un peu suffisant dans ses combats, à devenir peut-être un peu à se relâcher. En fait, c'est un truc qu'on retrouve peut-être un peu chez des Cubains professionnels parfois, où globalement ils dominent techniquement leur adversaire, ils sont meilleurs, ils marquent des points au début. Et puis du coup, à mesure que le combat avance, ils en font de moins en moins. Ils sont de moins en moins actifs. Ils se laissent un peu marcher dessus. Et ils sont toujours en contrôle. Donc ils sont là, ils se font pas mettre KO, c'est tranquille, ils gèrent. Le truc, c'est qu'il n'y a pas assez d'activité, il n'y a pas assez d'offense, il n'y a pas assez de... Et finalement, ils se retrouvent à perdre le combat au point. Souvent, ça fait des décisions qui sont un peu controversées. Parce qu'en fait, on se dit, mince, le meilleur boxeur a perdu. Et en fait, oui, le meilleur boxeur a perdu. Parce que, il s'est regardé boxer et qu'il a perdu des rounds. En fait, ça se note par round. Et puis voilà, pas assez d'activité, pas assez de... Et ça, c'est un truc qu'on va beaucoup retrouver dans la carrière de Walcott et qu'on retrouve typiquement contre Maxime, une première fois. Et c'est un truc qu'on va également un peu retrouver juste après contre Elmer Ray. Je vous avais parlé de Elmer Ray, c'était un type qui l'avait battu Walcott tout début de sa carrière, il y a une dizaine d'années avant ça. Et c'est un type qui depuis a également chopé un bon manager, et c'est sur une série de 48 victoires. C'est pas rien. Et je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine par KO. J'ai plus le compte exact, j'aurais pu le faire, my bad, je l'ai pas fait. Mais il y a plus d'une quarantaine de victoires par KO. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où il bat Bivins c'est le challenger numéro 1. Et au moment où il bat Elmer Ray c'est devenu le challenger numéro 1.
Donc il y a un très gros truc, et Walcott est vraiment en train de s'enchaîner contender sur contender. Enfin je dis qu'il l'ait battu. En fait autant pour moi, il va perdre le premier combat contre El Murray par décision partagée, un combat qui est très serré, où encore une fois on considère que Walcott peut-être a un peu laissé le combat lui filer entre les doigts. Heureusement Walcott va très rapidement venger ses 2 défaites contre Maxime et contre Ray, en rebattant Maxime, en rebattant Ray, et en rebattant Maxime une 3e fois. Enfin du coup une 2e fois lors de leur 3e combat. Vous avez l'idée. Cette fois-ci, du coup, il s'impose vraiment Walcott comme étant le challenger numéro 1 à la couronne des lourds, donc qui est toujours détenu par Joe Louis, après vraiment avoir battu de manière convaincante les meilleurs challengers qui étaient... et voilà. Il faut quand même imaginer, hein, je m'arrête juste là-dessus, regardez le nombre de top 10 que Walcott bat pour entrer, pour avoir une chance mondiale contre Louis. Forcément à l'époque, il n'y a qu'une seule ceinture. Forcément à l'époque, parfois le champion il défend pas sa ceinture tout le temps. Et donc il faut aller au charbon pour récupérer une chance pour le titre. Et donc évidemment, lorsqu'on combat autant d'excellents boxeurs, forcément ça va monter très haut dans les rankings. C'est en partie pour ça que Walcott est 15e. Ce combat contre Louis, donc qui était à l'époque champion du monde de poids lourd, il va le perdre et ça va faire un petit scandale. Ça fait un scandale parce qu'il va le perdre par décision partagée et que globalement c'est considéré comme étant l'un des plus gros vols du siècle. Et en fait non. Alors là je vais être vraiment à contre-courant d'énormément de gens, mais alors, dans le sens où, globalement, si vous regardez sur à peu près n'importe où, vous verrez que Louis versus Walcott 1, c'est l'un des plus gros vols du siècle. Je crois même que je m'étais amusé il y a quelques temps, je sais plus si l'article est toujours là, à taper plus gros vol de boxe sur internet, et un article qui tombe où ça vous répertorie les plus 10 gros vols de la boxe, et Walcott Louis est dedans. Donc si vous voulez, moi j'avais admis que Louis contre Walcott c'est un vol. Notamment parce qu'énormément de médias voyaient Walcott gagnant, et notamment parce que Louis aurait tenté de quitter le ring après le combat, parce qu'il était persuadé d'avoir perdu, et finalement on l'a persuadé de rester sur le ring, et en effet il a été déclaré gagnant. Donc le combat fait un scandale, une revanche a été annoncée, on reviendra à la revanche plus tard. Donc voilà, c'est catégorisé, c'est le vol du siècle. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai longtemps considéré comme étant admis, jusqu'à ce que je discute un petit peu avec des gens sur Internet. Et j'ai la chance d'avoir pu discuter avec des gens qui étaient très malins et qui se sont manifestement beaucoup renseignés sur ce combat, et qui m'ont en fait plutôt convaincu que peut-être que le combat aurait un peu plus penché de la balance du côté de Walcott, mais qu'en fait on n'est pas sur un vol, on est surtout sur un combat qui est extrêmement serré, et en fait on est surtout sur du Walcott qui fait du Walcott. C'est-à-dire qu'en gros, si ça intéresse des gens, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un qui l'a fait, qui me l'a filé. Il y a un malade mental, mais un type génial, qui a fait un Google Sheet énorme, un Google Doc même, pardon, où il a essayé de répertorier sur les différentes cartes des juges, eh bien tous les rounds qui ont été donnés à Walcott, qui ont été donnés à Louis, pour essayer de sortir les rounds qui reviennent vraiment à Walcott, les rounds qui reviennent vraiment à Louis, les rounds qui sont un peu pas clairs, et essayer de tirer, vraisemblablement, quelle est la meilleure décision. Parce qu'évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a malheureusement pas le combat en entier. En fait, on a à peine un tiers du combat sur YouTube, 15 minutes sur 45, ce qui est cool, mais ce qui ne permet pas de pouvoir juger eh bien, de qui devrait gagner le combat. Parce qu'évidemment, s'il y avait le combat en entier sur YouTube, bah, on regarde le combat en entier, et puis on a tout de suite, on peut se faire notre propre avis. Ce que bien sûr, on ne peut pas faire là. Et donc en gros, je vais rentrer un peu dans les détails, ça va être la partie un peu chiante de la vidéo. Si vous voulez rien retenir, enfin si vous voulez pas rentrer dans les détails, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un vol, c'est un combat serré, qui aurait pu aller des deux côtés, qui allait du côté de Louis. Il aurait pu aller du côté de Walcott, clairement. Il aurait peut-être dû aller du côté de Walcott, mais on est sur un truc du genre, peut-être 60% Walcott, 40% Louis. Ce qui est une chance, du coup, que Louis garde son titre, et une malchance que Walcott ne le prenne pas, mais ce qui n'est pas un vol, et ce qui ne mérite absolument pas de se retrouver dans les 10 plus gros vols de l'histoire. L'idée, c'est qu'en gros, Walcott va très bien commencer le combat, notamment parce que Louis est un peu rouillé. Il va envoyer 2 fois Louis au tapis dans le round 1 et dans le round 3, ce qui va clairement conforter les gens sur le fait que Walcott domine vraiment Louis. Et en effet, Walcott va globalement dominer Louis sur la majorité des premiers rounds. Jusqu'à ce qu'en fait, Walcott se mette un petit peu à retourner dans ses travers, à de nouveau se regarder un petit peu boxer, et petit à petit, Louis va lui croquer des rounds, et va petit à petit le rattraper. Avec peut-être des rounds qui sont pas hyper flashy, il va pas le mettre au tapis, il va vraisemblablement pas réussir à le connecter suffisamment fort pour que vraiment la foule ait l'impression que Louis domine. Malgré tout, Louis récupère les rounds. Tant et si bien qu'au final, Walcott récupère les 2 premiers et le 4e round clairement, ainsi que le 12e, là où Louis lui récupère le 3, le 6, 14 et 15. Donc il y a 4 rounds clairs Walcott, 4 rounds clairs Louis, où là-dessus tous les juges sont unanimes. Sur les 7 autres, il y a 2 rounds où globalement les juges se disputent, mais ça semble plutôt être un round pour Walcott. Il y a 2 rounds, globalement les juges se disputent, mais qui semble plutôt être un round pour Louis. Et enfin, il y a un round qui est vraiment pas clair du tout. Globalement, il semblerait donc qu'on puisse donner 6 rounds Walcott, 6 rounds Louis et un round d'égalité,
Ce qui au total, en fait, fait a priori un combat qui aurait peut-être même dû être jugé comme une égalité. Ce qui peut être perturbant, c'est qu'en effet, même si Walcott va mettre Lewis à terre, en fait à l'époque ça lui donne juste le round, ça lui rajoute pas un point supplémentaire. Vous savez actuellement quand on gagne un round on gagne 19, et quand on met l'autre à terre on gagne 18. Donc ça nous donne un round de plus techniquement. C'est pas le cas à l'époque. Ce qui fait que si on prend en compte le nouveau scoring, en effet Walcott gagne grâce à ces deux knockdowns, de manière quasiment certaine, mais c'était pas comme ça qu'on jugeait à l'époque. Donc bon bah voilà, ça rentre pas en compte dans la décision. En tout cas, voilà, donc bon, je pourrais vous mettre le Google Sheet si vous voulez. Et également, moi, l'une de mes craintes, c'était du coup de me dire que probablement Louis avait bénéficié d'un traitement de faveur de la part des juges, et que c'est pour ça qu'il avait eu certains rounds qu'il n'aurait pas dû avoir. Encore une fois, j'ai pu discuter avec cette brave personne qui m'a en effet mis sur le fait qu'en fait, il y a certains juges et l'arbitre du combat qui ont donné des rounds à Louis, qui n'ont eu aucun problème à donner ces rounds à d'autres adversaires de Louis lors de d'autres combats. Par exemple, ils ont pu donner des rounds à Billy Conn, qui était en avance au point contre Louis avant le KO. Alors que là, cette fois-ci, ils ont choisi de donner des rounds à Louis. Donc c'est des juges qui n'avaient pas spécialement un biais pour donner des rounds à Louis. Et réciproquement, c'est des juges qui n'avaient pas de biais contre Walcott, puisqu'ils ont pu donner des rounds à Walcott, y compris parfois dans des décisions qui ont pu être un peu serrées, un petit peu plus tôt dans sa carrière. Je pense par exemple contre El Murray, où il a gagné par décision majoritaire. Et on retrouve, des juges en commun. Alors attendez, je dis ça, je crois pas qu'on retrouve des juges en commun exactement contre Ray, je vais vérifier, j'ai peur de dire une bêtise. Non, on retrouve pas de juge précisément contre Ray, mais je crois qu'on en retrouve contre Joey Maxime, autant pour moi. Donc voilà, en gros, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'il faut retenir. Oui, non, c'est pardon, autant pour moi. C'est bien contre Ray, mais c'est dans la défaite contre Ray où Frank Forbes, qui voit Louis gagnant entre Louis Walcott, va voir Walcott gagnant entre Ray et Walcott. Bref, c'est un peu technique, c'est un peu des gens qui veulent chipoter l'histoire, mais si ça vous intéresse, globalement, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que ce combat n'est pas un vol. Tout ça pour dire que derrière, Walcott va avoir le droit à une revanche, parce que le combat était quand même très serré, et que Louis n'a pas envie de prendre sa retraite sur un combat serré. Ils vont faire la revanche, de nouveau, la physionomie du combat est assez semblable, Walcott domine, Walcott va mettre Louis à terre, globalement il est devant, d'ailleurs pardon, encore une fois, j'ai dit que le premier combat il avait mis Louis à terre, au 1 et 3, c'était au 1 et 4. C'est dans le deuxième combat qui met Louis à terre au troisième round. Donc globalement, il est devant, il domine. Et puis, Walcott va faire la classique. Vers la fin du combat, il va vouloir aller un peu à l'échange contre Louis. Il va en fait se manger une droite au niveau de la tempe qui va un peu l'étourdir. Et au lieu de partir et d'utiliser ses jambes plus rapides pour dégager, il va rester aller à l'échange avec Louis. On ne va pas à l'échange avec Joe Louis. On aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on parlera de Joe Louis. Et il va se faire mettre KO par Louis au 11e round. Permettant alors à Louis de conserver sa couronne. Donc on est déjà à 2 chances mondiales pour Walcott. Suite à cela, il y a Heather Charles, qui va affronter Walcott pour l'un des 2 titres vacants, puisque du coup Louis a mis vacant ses titres suite à sa victoire contre Walcott. Il va perdre contre Charles, une décision qui est assez claire pour Charles, même si évidemment Walcott dira qu'il l'a gagné. Et suite à ça, il va essayer de regagner sa place de challengers. Charles va défendre sa ceinture de manière très active, et Walcott va finir par de nouveau être challenger, et il va vraiment gagner cette place en affrontant des bons boxeurs, notamment Harold Johnson, qui va gagner par KO, même si techniquement en fait c'est plutôt Johnson qui s'est blessé, qui n'était pas encore c'était déjà un bon boxeur, c'était pas encore l'excellent boxeur que Johnson va devenir. Il va également combattre et battre Omelio Agramonte, qui était un bon contender de l'époque. Il va perdre contre Rex Lane, bon, Rex Lane qui était un excellent poids lourd. Enfin un excellent contender poids lourd de l'époque, et surtout il va avoir le droit à sa revanche contre Heather Charles, dans lequel il va de nouveau perdre par décision. De nouveau la décision est assez large envers Charles. Walcott va faire un voyage au tapis sur un super contre, qui est l'un des contres les plus connus de Charles, au 9e round. Il va y rester pour un compte de 9, donc il était pas loin de se faire mettre KO. Et à ce moment-là, on se dit que la carrière de Walcott, elle patine un petit peu. On est sur 4 chances pour le titre, 4 échecs. Et en effet, il a aligné quand même pas mal de contenders poids lourds, et il est passé pas loin de réaliser l'exploit de battre Louis 2 fois. Mais force est de constater que Walcott, il est maudit, et il n'aura jamais le droit à son titre. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, on a Charles qui nettoie un peu la division des lourds. Et du coup, le manager de Walcott, qui je vous ai dit est excellent, va organiser un 3e combat entre Charles et Walcott. Beaucoup de gens considèrent qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à organiser ce 3e combat. Charles a déjà battu Walcott 2 fois de manière très convaincante. Malgré tout, et Charles d'ailleurs ne voulait pas prendre ce combat. Malgré tout, un 3e combat n'avait pas été organisé. De nouveau, Charles domine Walcott assez largement. Il remporte
une écrasante majorité des rounds, jusqu'à ce 7e round où Walcott va décrocher un uppercut au niveau du menton de Charles et il va l'assommer. Charles va se mettre KO. C'est l'un des plus beaux KO de l'histoire, il faut le dire. Si vous regardez des highlights, vous le verrez forcément. C'est une sorte de walking uppercut là où il va s'avancer vraiment marchant de manière ultra nonchalante. Il va désaxer sur le jab, il va rentrer l'uppercut. La tête de Charles va se complètement pivoter et puis Charles va s'effondrer. C'est vraiment l'un des plus beaux KO de l'histoire, je vous assure. À ce moment-là, Walcott devient champion, et surtout, il devient champion de manière tellement inespérée. Rendez-vous compte que c'est la 5e fois que Walcott avait une chance pour le titre, et que c'était contre Charles, qu'il avait déjà perdu 2 fois de manière ultra large. Donc c'est légendaire ce que fait Walcott, et il va conserver sa ceinture par défense de titre contre Charles, qui avait bien mérité d'avoir quand même un 4e combat contre Walcott. Globalement, ce 4e combat est chiant. Charles est très effrayé de la gauche de Walcott. Dès que Walcott feinte un petit peu, Charles va mettre sur le pied arrière et finalement Walcott va gagner une décision cette fois-ci. Pas méga large, mais une décision qui semble assez claire en sa faveur contre Charles. Ce qui va amorcer un peu la descente de Charles. Mais je vous spoil un petit peu, il sera dans le top 15 et donc on aura l'occasion d'en reparler. Suite à ça, la carrière de Walcott n'est pas finie, puisqu'il va redéfendre son titre contre Rocky Marciano. Évidemment, vous connaissez tous que Marciano n'a jamais perdu, donc évidemment, il va perdre son titre contre Marciano, mais après avoir donné un combat vraiment exceptionnel à Marciano. Il va le mettre à terre au début du combat, il va fortement, en fait, il va un peu lui donner une leçon de boxe. Marciano va avoir beaucoup de mal à trouver des ouvertures contre Walcott. Walcott va vraiment sévèrement le punir. Il est largement en avance au point. Marciano va parler sans aucun doute de Walcott comme du meilleur adversaire qu'il ait eu, du combat le plus difficile qu'il ait eu. Mais Marciano étant Marciano, il trouve toujours un chemin vers la victoire. Et il va décocher une droite au menton de Walcott dans le 13e. Encore une fois, est-ce que finalement on n'est pas sur du Walcott qui fait du Walcott? C'est-à-dire qu'il arrive à la fin du combat, il est clairement en domination, il se relâche un petit peu, il se met dos aux cordes, il se prépare à envoyer une droite, il feinte un petit peu, Marciano ne mange pas la feinte, il envoie sa droite aussi. Il dégaine plus vite et il écroule Walcott. C'est encore une fois l'un des plus beaux KO de l'histoire, je vous assure. Donc voilà, c'est marrant de se rendre compte que Walcott a potentiellement les 2 plus gros KO de l'histoire dans sa carrière. Un qui donne et un qui se prend. Il fera un combat revanche contre Marciano, il sera oblitéré en un round et prendra sa retraite. Ce dernier combat est très très anecdotique, puisqu'il se fera complètement oblitéré. Et donc voilà, on arrive à la fin de la carrière de Walcott. Alors bon, après il y a d'autres choses un peu marrantes, notamment le fait qu'il sera arbitre dans ce fameux combat entre Mohamed Ali et Sonny Liston lors de la revanche. Mais bon, ça on est en dehors de la carrière poids lourd de Walcott. Ça restera un type qui sera vraiment très influent. C'est vraiment une grande figure vraiment de l'élévation sociale. Il arrivera à devenir shérif de sa ville. Je crois que c'est le premier shérif noir de son état. Vraiment, Jersey Joe Walcott, c'est quelqu'un historiquement sur lequel il faut mettre du respect. Maintenant, bon, c'est génial qu'il ait fait plein de choses dans sa vie, dans son état, mais ça n'en fait pas un bon combattant poids lourd. Si on fait l'addition, qu'est-ce que réalise Walcott dans sa carrière poids lourd? Pour moi, toute la première partie de sa carrière où il est journeyman, c'est sympa, mais c'est pas cette partie-là qu'on juge, parce qu'il n'avait pas l'entraînement qu'il fallait et il n'avait pas le manager qu'il fallait. Donc on est, si vous voulez, sur une carrière trompeuse et sur quelque chose que je prends finalement très peu en compte dans sa carrière. Y compris la victoire à ce moment-là qu'il a contre Curtis Sheffard, qui est encore un boxeur très débutant et qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Je considère que la vraie carrière de Walcott, elle débute en 45, même en 44, à son retour de la guerre, et au moment où il récupère son manager par Félix, je vais vous redonner son nom, sans l'écorcher, par Félix Botticcio. Globalement, c'est cette période-là, Walcott va affronter énormément de top 10, et soit il gagne, soit il perd, mais à chaque fois on donne des combats qui sont très difficiles. Il bat notamment Joe Baxi, Lekio Murray, Curtis Sheffard, Jimmy Bivins, qui était vraiment le numéro 1 à l'époque, Lioma, Tommy Gomez, il va battre Joe Maxim 2 fois et El Murray 1 fois. El Murray qui était vraiment aussi le numéro 1 au moment où Walcott le bat. C'est parce qu'il bat El Murray que Walcott a sa chance au titre. Et ils auraient attendu un peu avant de faire la revanche, c'est El Murray qui avait sa chance au titre. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et il va perdre finalement contre Maxime et Ray dans 2 combats qui sont serrés, et notamment parce que Walcott se regarde un petit peu boxer en fin de combat. En tout cas, a tendance à se laisser filer, à laisser passer entre ses doigts certains combats. Il va donner 2 combats très très durs à Joe Louis, il va le mettre à terre à chaque fois. Il va en perdre un dans un combat très serré à la décision, qui aurait peut-être dû lui revenir, même si je reviens dessus, ce n'est pas le plus grand vol de l'histoire, clairement. C'était un combat serré qui aurait peut-être dû gagner. Et enfin, il perdra le deuxième par KO. Il va ensuite continuer en affrontant notamment Ezzard Charles 4 fois, contre qui il va perdre 2 fois de manière assez large, mais contre qui il va gagner 2 fois, dont une fois de manière exceptionnelle par l'un des plus beaux KO de l'histoire.
Il va continuer à affronter des bons challengers poids lourds en battant Harold Johnson et Omelio Agramonte, même s'il perdra contre Rex Lane. Et enfin, il fera 2 combats contre Marciano. Un où il sera oblitéré, mais je considère qu'on est déjà vraiment passé le pic de la carrière de Walcott. Et un où il donnera un combat très dur à Marciano, et où en fait vraiment il lui donne une grande leçon jusqu'à se faire attraper. En fait, un peu comme finalement il attrape Charles. Hein. Globalement, il perd le combat jusqu'à ce qu'il trouve le coup dur et qu'il mette KO le mec en face. Pour Charles, Walcott était du côté qui a mis le KO. Pour Marciano, il était du côté qui s'est fait manger le KO. Bon. On est quand même sur une carrière qui est géniale. On est quand même sur une carrière qui est fantastique. Globalement, évidemment, ça va toujours... on classe les poids lourds par rapport à... Et je pense que Walcott fait partie de ces noms qui n'ont pas été un grand champion de l'histoire, mais qui a quand même vraiment marqué son époque, et qui a quand même vraiment, quand on regarde un peu en détail, affronté énormément de monde. C'est un type qui a gagné sa place de challengers de manière en fait très rapide, hein, sur 45-46, il a une progression qui est vraiment fulgurante, et qui a réussi à montrer qu'il appartenait vraiment au top niveau, en donnant des combats très difficiles, voire en récupérant des victoires, contre parmi les meilleurs lourds de l'histoire, à savoir Lewis, Charles et Marciano, qui sont tous indubitablement dans ce top. Et en affrontant d'autres gens vraiment très bons, comme Bevins, Ray notamment, qui ne seront pas dans ce top 15, mais qui sont des gens dont on mérite de parler, vraiment. Et notamment que Lewis a esquivé. On peut considérer que Walcott a vraiment fait ce travail de champion en battant Ray et Bevins, qui en fait, sans aucun doute, s'il y avait eu 4 ceintures, auraient été champions, évidemment. Et donc voilà, je pense que c'est quand même une excellente carrière qui est celle de Walcott, une carrière qui est malheureusement trop souvent sous-estimée, peut-être réduite à celle qui s'est fait détruire par Marciano et au type qui a eu un crochet gauche chanceux contre Charles. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, et c'est pour ça que je le place à cette 15e place dans le classement. Évidemment, là en soi comme ça, la 15e place ne veut pas forcément dire grand chose. Ce sera l'occasion, lorsqu'on parlera du 14, du 13, du 12, de revenir un petit peu sur pourquoi est-ce que je considère que ces gens font mieux que Walcott, même si, je le répète, hein, c'est toujours extrêmement subjectif, et évidemment qu'il ne fait pas fondamentalement beaucoup mieux ou beaucoup moins bien que le 14. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir lorsqu'on parlera du 14e. En tout cas, voilà, j'espère que ça aura pu vous faire découvrir Walcott. Si jamais il y a des combats de lui à regarder, je vous invite vraiment à regarder ses combats contre Joe Louis, où même s'il perd, il fait une boxe vraiment exceptionnelle, et même si on n'a pas le combat en entier pour le premier. Je vous invite également à regarder son combat contre Marciano, le premier. Le deuxième, bon, ça dure un round et il fait oblitérer, donc bon, si vous voulez. Honnêtement, c'est pas très intéressant, mais si vous voulez. Ainsi que ce combat contre Charles, où il va récupérer le titre de champion, notamment par, j'insiste, l'un des plus beaux KO de l'histoire. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura fait découvrir un boxeur que vous connaissiez peut-être pas forcément, ou que ça vous aura fait un peu approfondir l'histoire d'un boxeur que vous connaissiez que de nom, ou de manière un peu en surface. J'espère également que ça aura pu vous permettre de sonner un petit peu plus, de vous la péter un peu plus en société la prochaine fois que le débat Louis Walcott 1 reviendra sur la table. Alors vraiment, je vous assure, il ne s'agit pas du plus grand vol du siècle, d'un combat serré qui aurait pu revenir à Walcott, pas plus. En tout cas voilà, moi je m'arrête là, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne vie. Et puis n'hésitez pas à essayer de deviner qui seront les 14 autres de ce classement. Et puis pourquoi pas à me donner votre top 15 en commentaire et à discuter de Walcott. Ce serait avec grand plaisir que je discuterai de ce bonhomme là. Voilà, sur ce à plus.